Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de cette série débutée à Malifaux avec Robin. Salut Robin. Salut! Alors aujourd'hui on va parler de la création de listes. Alors avant de commencer, un petit préambule, enfin petit pas si petit. Déjà, Malifaux c'est un jeu où il est très très difficile de faire des généralités. Parce qu'il y a énormément de types de gameplay différents, et tout simplement il y a même des masters qui jouent à un autre jeu quasiment, genre Nexus, des choses comme ça. Donc rien de ce qu'on va dire ici ne s'applique à 100% des masters. Deuxièmement, quand on entend les gens parler de listes et de création de listes, il y a énormément d'affect. Il y a des gens qui aiment des figurines juste parce qu'elles sont jolies, peu importe la performance. Il y a des gens qui aiment jouer certains types de gameplay, peu importe la performance. Tout ça fait que c'est extrêmement dur de théoriser, de façon simple la création de listes. Ce qu'on va faire, c'est pas donner une espèce de méthode, mais on va partager des pistes de réflexion, des choses auxquelles faire attention et potentiellement donner à des gens, au moins de quoi réfléchir lorsqu'ils se trouvent devant une table, un scénario et qu'ils se demandent: «OK, bah, par où je commence?» Est-ce que déjà tu es d'accord avec tout ça? Ben, oui, parce que le gros nerf de la guerre, c'est ça dépend. On est dans un jeu, le jeu de figurines que je connais avec le plus de paramètres de jeu. Donc du coup, la création de liste, elle dépend directement de ces paramètres-là et un très bon joueur, c'est un mec qui, est capable de justement avoir l'intelligence à l'instant T, la meilleure et donc avoir la création de liste la plus en réponse. En plus, quand un match-up est connu, c'est-à-dire, tel master contre tel master, et que les joueurs se connaissent encore plus, mais encore plus vrai, mais déjà quand un match-up est connu, il va y avoir des degrés de construction de liste en mind game. C'est-à-dire, je m'attends à ce qu'il joue telle chose, donc je réponds avec telle chose et le mec en face peut complètement me bluffer en ne jouant pas la chose que j'attendais et m'avoir forcé, à prendre dans ma liste d'autres choses. Donc c'est un thème extrêmement profond. La création de liste dans Malifaux, c'est un des plus gros nerfs de la guerre parce qu'on est dans un des rares jeux de figurines où la liste, elle est en dynamique à chaque partie. Donc Oui. les listes fixes, c'est très rare et d'ailleurs, en général, les listes fixes, c'est soit parce que, comme tu le disais, ce sont des masters, qui sont, total dans leur gameplay et qui ont tendance à essayer de l'imposer à l'autre, un peu comme Cadmu et encore, ils vont s'adapter un minimum, mais disons qu'ils vont avoir un corps de liste très, similaire. Soit c'est parce que c'est le truc pété du moment et que comme c'est pété, ben, ils ont pas besoin de s'adapter, ils sont au-dessus, quoi. Mais de manière générale, pour les autres, pour le reste du jeu, c'est beaucoup de changements et beaucoup d'adaptations pour répondre, donc du coup aux grands paramètres de base et les grands paramètres de base, c'est quoi? C'est la table, la stratégie, le déploiement, l'esquime et la faction que j'ai en face de moi, quoi. Et en gros, c'est ces 5 points-là. Ouais, et on va revenir sur un peu tout. Petit à petit. Alors déjà, le premier sujet en vrai, c'est effectivement les histoires de listes fixes. Parce que on entend des gens relativement souvent dire: «Ah tiens, moi j'ai, théorisé une liste» ou alors «J'ai joué t je j'ai une liste qui fait ça» et cetera. Et quelquefois, il y a des gens qui ont, des listes fixes. Toi, est-ce que tu es plus du genre à refaire, une liste à chaque fois ou à quand même préparer des listes types? Hem, et que tu ressors en fonction de la situation. Alors, moi j'aime beaucoup, enfin dans le jeu, c'est étrange, hein, après le discours que je viens de tenir, je joue beaucoup de choses avec des listes fixes. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est mon style de jeu et en fait, c'est que mes listes fixes, ça va être une façon d'optimiser le master dans son domaine. Par exemple, j'ai une Anya que tu avais pu affronter qui ne varie très peu sa liste et en fait, cette Anya-là, c'est juste que je l'envoie quand les paramètres lui sont favorables. Donc elle est très rarement sur la table, hein. Je l'ai jouée 1 fois sur 5 en moyenne en tournoi, mais quand elle sort, c'est que ça lui est favorable et dans ces cas-là, en fait, je varie pas sa liste parce que c'est le moment où elle brille, en fait. Donc pour elle, ces paramètres, qui vont être importants, ça va être la table de déploiement, le scénario, les schemes et après en fait, c'est tout le temps la même liste. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce Ouais, que je ces comprends. paramètres s'alignent, tac, 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 ah OK, ma Anya, un peu swarm, avec quelques hors mots clés, elle rentre complètement dans ces paramètres-là, OK, elle y va, quoi. Mais c'est la même liste et de l'autre Ouais, j'ai un côté du peu le même spectre, tu as un petit peu la même chose toi, tu voulais dire? Ou ouais, pas j'ai du un tout? petit peu la même chose avec, Kairis 2, Ouais? parce que, je suis plutôt du genre, moi, à refaire mes listes à chaque fois, mais en vrai, j'ai trouvé une liste qui fonctionne extrêmement bien et quand, la situation s'y prête, pareil, en fait, je sors cette liste et ça tourne, en fait.
Bah, ouais, voilà, parce qu'en fait, c'est un agencement de paramètres. C'est parce que tu as arrêté de la jouer sur les autres paramètres, en fait. C'est aussi ça, quoi, indirectement, que ça veut dire. Oui, que d'une cer oui, sauf les fois où je me «force» entre guillemets à jouer un seul master, bah, parce que j'ai pris un seul master dans mes valises ou quoi. Mais dans ce cas-là, souvent dans mes listes, j'ai un enfin, comment dire? Une ou 2 figues, qui peuvent, varier, des flex spots comme on dit et je réserve ça en fait pour, bah, une pièce de réponse, un spécialiste pour, résoudre une tâche particulière, ou un beater que je vais adapter en fonction de qui j'ai en face. D'accord. Et moi, l'autre type de liste où je varie très peu, par exemple, c'est ma Jetza 1 que j'ai amenée, plus de 20 fois en tournoi. Et ben, en fait, c'est une liste qui est extrêmement polyvalente et capable de prendre beaucoup de match-up. Et en fait, je la jouais sans changer rien, parce qu'en fait, j'ai déjà les armes pour gérer, 80 du jeu. Et parfois, je change une référence, mais de manière générale, c'est 1 fois sur 3. Mais sinon, le reste du temps, je joue toujours la même liste parce que c'est une boîte à outils qui répond un peu à tout. Et avec mon McCabe, par exemple, cet été en Pologne, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai joué 5 fois le même McCabe et la seule variation, c'était est-ce que je prends Ducat ou un Rider? Un des riders de base. Et en gros, je changeais en fonction du match-up qu'il y avait en face de moi. Sinon, toutes les autres reps, c'était les mêmes. Parce que j'avais pris quelque chose de très polyvalent et que j'étais en mode, je vais rester plutôt chercher une réponse poussée de match-up ou de quelque chose comme ça. Je vais jouer quelque chose de très polyvalent que je sais jouer et je m'adapterai en partie parce que mes refs peuvent un peu tout faire. Ça, c'est un peu quand je joue, comment dire? Très «fixe» entre guillemets, mais de manière générale après, il y a d'autres masters qui au contraire demandent beaucoup d'adaptation, voire des factions qui vont demander beaucoup plus d'adaptation, que d'autres en fonction de qui est en face, quoi. Effectivement. Bon donc, en tout cas, on va enfin, pour rappeler, ça s'adresse plutôt à des joueurs débutants. Il faut pas trop hésiter à, bah, se faire une liste type, la poncer un peu et bah, voir s'il y a besoin d'adapter, mais c'est pas une nécessité en fait, Alors ni de jouer toujours la même liste, ni de varier à chaque fois. alors quand même, moi ces listes-là, ce sont des listes où j'ai abouti à ces listes-là. C'est pas des listes que j'ai fait la première fois, jouer 150 fois sans les varier. C'est ces listes que je joue aujourd'hui, ma Anya, que ce soit mon Makeb ou ma Jetza 1, c'est des listes que j'ai énormément fait évoluer et énormément, joué. Donc en fait, Makeb par exemple, ma liste type Makeb d'aujourd'hui, Makeb V2 en explo, heu, c'est parce que j'ai testé toutes ces refs, que j'ai testé des variations en swarm, des variations en élite, des variations de plein de niveaux, niveau mobilité, niveau dégâts, niveau machin, niveau contrôle et que c'est la forme un peu, «finale» entre guillemets, que je trouve la plus, qui correspond le plus à ce que moi je recherche, c'est-à-dire à mon style de jeu, c'est-à-dire quelque chose de très polyvalent, très agressif, rapidement dans la partie et à même de remplir, quasi tout ce que propose le jeu, de manière, générale quoi. C'est-à-dire, sans rentrer dans des trucs très poussés, comme des scénarios qui seraient, trop, difficiles d'accès comme un flank, avec un stuff de balade ou des choses comme ça. Là, ce sera un peu la limite ou ce genre de choses. Mais disons que dans les carcans où c'est jouable et ben, je les ai poussés quoi, ces listes-là. Ouais, Moi, je pense que quand on débute, pour revenir un peu à ce qu'on avait dit dans l'épisode d'avant, c'est bien de découvrir ses refs en jouant des doublets, des triplettes, en essayant des choses et c'est très bien aussi de faire un peu la sourde oreille, aux conseils un peu des anciens parce que, ben, souvent, c'est justement ça. C'est-à-dire que les conseils que vont vous donner les anciens, c'est des conseils qui sont des aboutissements de leur jeu. Alors aboutissements, mais à la fois, ça peut être aussi dans leur, personne a vraiment abouti au jeu, hein, c'est peut-être pas le bon terme, mais dans le sens, c'est l'endroit où ils sont à l'instant T de leur compréhension de tel master ou telle chose. Donc forcément, ils vont avoir des conseils en rapport avec leur niveau de jeu, leur vision de jeu et leur méta, contre quoi ils jouent et où. Et vous, en fait, c'est pas forcément les mêmes choses pour vous. Donc c'est bien de se faire son trajet et d'essayer de jouer, de faire ses listes, un petit peu, soi-même aussi indirectement. Mais c'est très bien aussi de poser les questions de base en mode, «Bon, j'ai pris tel master, qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans une liste?» Parce qu'il y a plein de masters qui ont des, synergies de base où ils nécessitent quelques personnages en mots-clés, quoi. Comment on pourrait on quel gameplay on peut parler comme ça? Par exemple, Nekima sans un Black Blood, tu passé à côté de pas mal de synergies au sein de son crew, quoi. Il y a, tous les mots-clés quasi ont quelque chose comme ça, quoi, hein. bah, Jedza par exemple, c'est pareil, ça se joue sur le soin et les chronicles.
Enfin, Jouer sans Kurgan, c'est très, très compliqué. Jedza sans oui, Kurgan, c'est peut-être la pièce maîtresse numéro un parce que, c'est une brique un petit peu lente ou quoi et qui a du mal à se déplier et une erreur de positionnement égale un mort. Donc en fait, une figurine qui permet de replacer tout le monde comme le Kurgan donne énorme fluidité et de gameplay, à Jedza, quoi et par-dessus, on peut mettre des soigneurs, on peut mettre des choses, mais à partir de là, disons qu'on a un petit peu le corps, voilà, mais chaque mot-clé a un petit peu ça, quoi. Et c'est ouais. vrai qu'il y a des mots-clés qui sont plus exigeants d'autres sur le gameplay. On prend par exemple, des mots-clés comme Wong, vont demander beaucoup de membres du mot-clé parce qu'ils vont avoir des synergies autour de ça profondes. Là où d'autres mots-clés, ceux qu'on parfois on dit que c'est des masters à all star, je mets des grands guillemets, comme Titania, comme Misaki ou quoi, c'est des mots-clés qui ont peut-être moins besoin de personnages de leurs mots-clés, de leur crew, pour s'exprimer à pleine puissance et qui sont plus libres d'aller chercher à droite à gauche, comme Yvan notamment en explo ou quoi. Donc voilà, ça c'est un Mais petit peu justement, ça c'est une question intéressante et déjà effectivement, il y a un truc à, regarder quand, même avant de faire sa liste, c'est regarder ton master, ton mot-clé et bah, essayer de lire la carte du master, voir est-ce que en fait, il interagit avec son mot-clé ou pas du tout? Par exemple, Kaeris 1, à part le fait que, elle fait qu'on peut pas ignorer les pailleurs marqueurs, mais c'est quasiment la seule à en poser de tout son mot-clé, elle fait rien. Donc en fait, tu pas besoin forcément de la jouer, en mot-clé. Kaeris 2, elle, fait que tous les gens de son mot-clé avec du feu sur eux choisissent leur trigger. Là, tout de suite, c'est pas la même chose. Donc en fait, bah, déjà effectivement, il y a une première, comme tu dis, il y a des masters 10 All Star, il y a des masters plus mots-clés. En fait, ça se voit relativement vite en fonction des mécaniques de crew. Parce que chaque crew a priori une mécanique et certaines ça vaut le coup de jouer dessus, d'autres, bah, vraiment pas trop. et après je pense qu'il faudrait quand même parler du fond, du cœur, un petit peu des rôles du jeu. Alors j'avais fait un podcast avec, Amaru, là-dessus, donc je pense qu'on le mettra en lien dans la vidéo, parce que ça peut être intéressant. Je rentrerai plus en détail dans les rôles, mais là, pour faire très rapidement, tout jeu de figurines ou jeu vidéo, quand il y a plusieurs personnages, bah, il y a des rôles, quoi. Il y a des rôles. C'est-à-dire que, à Malifaux, les rôles les plus importants, qu'on retiendra, c'est, par exemple, qu'il y a le tank, ça va être une figurine qui va encaisser énormément, qui va pouvoir, gêner l'adversaire, faire gagner du temps. Tu as le damage dealer, le beater. Le beater, ça va être la figurine qui tue, tout simplement. Donc elle, il faut qu'elle puisse s'exprimer, donc il faut lui dégager de l'espace, il faut l'aider à arriver à, faire ses kills, à rentabiliser son rôle. Donc dans le rôle secondaire du beater, on va avoir le support. Le support, c'est celui qui va permettre, par exemple, de soigner, de replacer, de permettre aux autres d'être meilleurs, tout simplement. Et enfin, on va avoir, le skim runner. Le skim runner, ça va être, ce fameux rôle dont on parlait énormément à Malifaux, qui n'existe pas dans tous les jeux de figurines, mais parce que comme Malifaux est un jeu avec scénario très fort, il faut, ce rôle est défini, quoi. Et le skim runner, c'est cette figurine de mobilité, cette figurine, de rapidité qui va réussir à aller faire du scénario un peu partout sur la carte, en fonction de ce qu'on a besoin. Donc en Alors fait, là jouer à justement, oui, Je je t'en prie. on arrive au nerf de la guerre et je pense que c'est le point le plus important, à Malifaux, parce que tout à l'heure, en fait, quand tu parlais, tu as dit que tu faisais des listes élite ou swarm. Élite, c'est-à-dire jouer avec, moins de personnages mais plus forts. Swarm, c'est jouer avec beaucoup plus de personnages mais faibles. Et en fait, la grosse différence qu'il va y avoir entre les 2, c'est la quantité d'actions dont tu disposes et bah, il y a un truc important, c'est qu'à Malifaux, il y a 5 tours, il y a 2 actions par figurine, parfois, exceptionnellement un peu plus et avec tout ça, bah, il faut marquer des points et la première question à se poser justement, c'est: «Bah, comment je marque mes points?» et c'est là que, bah, les modèles, enfin les rôles comme l'escrime runner, ont toute leur importance, parce que, bah, une fois enfin quand tu as ton scénario sous les yeux, tu la première question qu'il faut se poser, en tout cas je pense, c'est: «Bah, OK, comment je marque mes points?» et du coup je t'ai un peu interrompu, je Exactement. sais pas si tu voulais partir Ah non, là-dessus non, ou, mais tu as tout à fait raison. Non, je pense que c'est une très bonne explication complémentaire à ce rôle de skim runner et aussi à ce premier à cette première c'est un petit peu le il y a 2 tendances fortes quand on va créer sa liste, c'est ce que tu viens de décrire là, comment je marque mes points, comment je gagne. Et la deuxième tendance, c'est comment mon crew se joue. Qu'est-ce que je mets dedans? Un peu ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire, comment je respecte le gameplay de mon crew pour que mon crew puisse s'exprimer. Parce que si c'était juste comment marquer les points, ben, on prendrait n'importe quel master, on prendrait les meilleurs mecs qui marquent des points dans notre faction et puis on roulerait on avancerait sur la table telle quelle. Mais Malifaux étant un jeu
avec, des synergies très narratives, avec des gameplays profonds et en général, respecter ces gameplays-là, hors les fameux all stars, comme je disais, bah, en fait, souvent, on va chercher un peu les refs qui nous permettent de respecter ce gameplay-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vais prendre un exemple très concret. Je lance une partie, je choisis, Hoffman, par exemple. Hoffman, le numéro 1. Hoffman numéro 1 est un support lui-même. Donc maintenant, je vais prendre des beaters et des tanks pour exister au centre de mon mot-clé, parce que je vais pouvoir synerger dessus. Donc des robots, par exemple, je vais prendre Peacekeeper, Joss, Melissa. Je vais prendre des refs comme ça qui font très mal, qui permettent de tenir le centre, qui permettent d'exister et d'être fort. Et puis à un moment donné, il faut que je me dise, ouais, mais bon, alors c'est bien beau, là je peux poser problème à mon adversaire, je peux encaisser ce qu'il va me faire dessus, je peux jouer au jeu de l'attrition. L'attrition, c'est les jeux de trade, ça veut dire je peux lui prendre des figurines, je peux encaisser des dégâts, sauver mes figurines et tout ça pour essayer d'être gagnant sur le long terme, sur ces 5 fameux tours de jeu. Voilà, donc je con ça c'est construit, OK. Mais maintenant comment je marque mes points, quoi? Et alors là, je vais commencer à me dire: «Quels sont les rôles qui ont de la mobilité? Quels sont les rôles qui vont me permettre de moi prendre la table?» De pouvoir, poser des schemes, et faire des fameux points de victoire, essayer d'avoir les 8 quoi. Et du coup, la deuxième partie de cette création de liste, ça va être ça. Ça va être un compromis entre le cœur de baston et le cœur, de gameplay de mon crew et comment marquer ces 8 fameux points, quoi. Et je pense que ça, c'est un petit peu ce qu'il faut essayer de comprendre quand on débute le jeu. C'est pas évident, hein, parce que déjà il y a beaucoup de paramètres, vous le voyez, mais c'est vraiment ça, quand on commence à faire ça, c'est qu'on commence à être plutôt bien dans, je suis en train d'apprendre le jeu, je suis en train d'essayer de comprendre Malifaux. Quand on commence à faire ça, c'est qu'on est plutôt bien là-dessus. Enfin moi, c'est mon avis. Ouais, Voilà. je suis assez d'accord avec toi et ensuite, bah, vient, d'autres choses mais ça dépasse un peu le cadre du débutant. Comme on disait aussi la dernière fois, il y a des crews qui sont contrôle et donc eux, leur but, ça va être de, empêcher l'adversaire de faire ses points. Et bah, ça, c'est, des choses plus compliquées, plus avancées. C'est pour ça qu'on recommande pas, de jouer ça au début. Mais ce type de gameplay existe aussi. Ouais, tout à fait. Le contrôle, c'est beaucoup plus compliqué à construire. Mais même, il y a des factions qui sont plus il y a des mots-clés plus difficiles à construire que d'autres. Il y a des mots-clés en réponse, il y a des mots-clés, en «question» entre guillemets. Moi, je me souviens qu'à Düsseldorf, j'avais parlé avec un joueur Résu à l'époque qui avait du mal à perfer et tout. Et en fait, c'est parce qu'il avait une vision en réponse. Il essayait de trouver des réponses à des problématiques. Et moi, je lui disais: «Mais est-ce que la réponse à la problématique, de gérer telle figurine d'élite ou quoi, c'est pas plutôt que chercher quelque chose pour l'encaisser, pour répondre, pour la tuer derrière, c'est pas juste de multiplier ta menace par 3 ou 4. Et il m'a regardé, il m'a dit: «Mais» je lui ai dit: «Bah oui, si tu joues un Swarm, si tu joues 12 figurines avec une Molly V1 pour faire le scénario, plutôt que jouer 5, 6, jouer 7 ou 8 figurines en Molly, tu joues une douzaine et que tu restes caché tour 1 et que tour 2 tu commences à prendre la table et à faire le scénario». Je lui ai dit: «Est-ce que l'autre aura le volume nécessaire pour te tuer?» Et du coup, il s'est dit: «Ah oui, c'est vrai, c'est une autre vision du jeu, quoi». Et ça, c'est aussi ça, c'est-à-dire que la liste de jeux va répondre forcément à votre plan de jeu. Alors au début, le plan de jeu, c'est un peu le gros mot. Quand on débute le jeu, il y a déjà beaucoup de paramètres, donc être en maîtrise de ces paramètres et se dire: «Moi, j'ai un plan de jeu», c'est vraiment pas évident. Un plan de jeu, c'est quoi? C'est se dire: «Je construis une liste en rapport à un match-up, à la table, les scénarios, tout ça», comme on disait avant, tous les paramètres, les 5 fameux. Et en fait, avec cette liste, j'ai une idée de fond. Ça veut dire que je me vois faire, une stratégie d'attaque ou de défense ou de prise de terrain qui va exister sur les 5 tours. J'ai un plan de jeu. Je J'ai une vision globale à ma partie, quoi. C'est-à-dire que j'arrive pas les mains dans les poches en me disant: «Bon, maintenant, on va voir ce que ça fait». Voilà. Mais ce qui est pas évident, parce qu'en général, on le fait un peu plus par la suite, l'idée du plan de jeu. Mais dans la création de liste, ben, le plan de jeu, il est là, quoi. Par exemple, moi, j'ai cité mon Makeb ou Magetza qui sont des mots-clés polyvalents où je vois un peu tout le temps les mêmes listes. Ben, le plan de jeu de eux, c'est avancer, faire de la baston et faire des points de victoire en fin de partie en m'adaptant à ce que fait l'adversaire. C'est un plan de jeu qui a l'air simple et un peu idiot, un peu basique, mais c'est parce que ces masters le peuvent le permettre. Par contre, en Anya, j'ai aussi une liste relativement fixe avec elle. En Anya, le plan de jeu, il est tout autre. C'est envoyer Anya derrière la ligne adverse, obliger l'adversaire à couper son crew en 2 pour gérer Anya et gérer ce qui est devant lui, ou alors faire le deuil de Anya et moi faire 8 points de victoire quoi qu'il arrive. Et je dois empêcher un ou 2 points de victoire pour gagner. C'est ça avec Anya, tu vois? Donc ça a rien Mmh. à voir comme plan de jeu et donc du coup, je vais construire autour de ça et dans cette optique-là et c'est un plan de jeu très agressif et en fait, certains masters, certains crews, performent avec, des plans de jeu. D'autres sont un peu plus flottants et plus adaptatifs, plus, polyvalents, un Von Schill par exemple, un Hoffman aussi Et bah, et alors donc vont pouvoir justement, plus s'adapter. ça c'est un peu la question, parce que là on parle de choses qui sont assez spécifiques. Alors le plan de jeu, c'est
nécessaire d'en avoir un effectivement parce que, bah, tu peux pas, aller dans la partie et faire des choses aléatoires, et espérer gagner. Mais ça va peut-être dépasser un peu le cadre, de cette émission-là. Mais c'est un truc dont j'avais très envie de parler, mais je pense que ça nécessiterait, un podcast à part entière parce que, Ouais, c'est pourquoi un pas, mais je sujet un peu pense complexe, hein. c'est ça et puis comme je disais, en fait, c'est pas un truc qu'un débutant peut, il ne peut pas envisager. Je pense que le meilleur plan de jeu du débutant et ça devrait tout le temps être le même, c'est de se dire, «Comment je réussis à, faire, mes 8 points de victoire?» Je pense que c'est le meilleur plan de jeu que peut envisager un débutant. C'est-à-dire construire ma liste pour jouer le jeu de mon crew d'un côté, 50 et l'autre 50 faire 8 points de victoire. Je sais pas ce que tu en penses toi, mais ça pour moi, je pense que c'est un des points de départ qui est excellent, parce que du coup, on se donne comme contrainte de réussir à faire les fameux points de victoire et donc à comprendre comment fonctionne le jeu. Et puis on n'y arrivera peut-être pas. Peut-être on fera que 3 points de victoire pour telle ou telle raison, peut-être que 2, peut-être qu'on en fait 6. Mais l'avantage, c'est qu'on essaye de jouer au jeu. On essaye de jouer à Malifaux. Parce que Malifaux, ça reste un jeu 2 points de victoire. Il y a pas que la baston. Quand on Non, teste un crew surtout pas. ouais, et Au quand on contraire, teste un crew que autour de la baston et tout ça, il y a vite, quand même quelques déceptions, qui peuvent arriver, quoi. Parce que, ben, oui, oui, OK, je lui ai pété la gueule, machin, mais je perds 7-2 quoi. Donc est-ce que finalement je sors positif de la partie? Ben, non. Puis alors du coup, si je rejoue la même liste qui était que sur de la baston, ben en fait, je repère. Donc du coup, je suis dans un ouais, cercle vicieux où, bah, je comprends pas trop le jeu. Tu vois ce que je veux dire? oui. Peut-être que je vais tuer 5 figurines et en perdre qu'1 dans la partie, mais je perds quand même toutes mes parties. Parce qu'en fait, je joue pas à Malifaux. Oui, c'est un truc effectivement qui est que, ça rejoint un peu les idées de, comment ça s'appelle? Du fait que tu as un nombre d'actions limité dans la partie, et il faut que, tes actions aient de l'impact en proportion des points que tu investis dans ta figurine. C'est-à-dire que si tu as, on prend, Hoffman, il recrute un gros Peacekeeper, qui est un gros robot de baston, qui coûte 10 points, donc c'est, 20 de ta liste. Si jamais le seul truc que tu fais avec, c'est avancer, poser un scheme, c'est faible. Mais si tu cherches absolument à charger l'adversaire, que tu tues l'adversaire, mais que tu avais rien pour marquer à côté, bah, tu perds quand même. Donc c'est pour ça, effectivement, tu as besoin d'un équilibre entre, bah, les pièces qui vont jouer au jeu, donc bah, Hoffman typiquement c'est un crew de baston, donc faut que tu cherches la baston parce que, bah, sinon tu fais rien et tu auras pas beaucoup d'impact sur la partie. Mais il faut surtout pas négliger de faire des points. Et si tu prends une seule figurine où tu te dis: «Bon, bah, elle va marquer des points», une figurine, elle aura 10 actions dans la partie en tout. Hem, s et sinon, si elle en veut plus, ça va souvent nécessiter des actions d'autres figurines et donc bah, avec 10 actions, tu marques pas 8 points. Donc effectivement, c'est important de, bah, se dire par exemple: «Tiens, on prend un Stuff the Ballot», qui est un scénario du GG actuel, qui consiste à interagir avec des stratégies marqueurs et il faut avoir plus d'interactions sur un stratégie que l'adversaire pour avoir le poteau. Il te faut d'abord un poteau, puis 2, puis 3, puis 4. Donc ça veut dire que déjà au minimum, il va falloir que tu fasses 4 interactions sur un poteau pour avoir, 4 points de strat. Mais si l'adversaire, et pour chaque interaction que fait l'adversaire, tu en as besoin d'une de plus. Si tu te dis qu'en plus il va falloir que tu dépenses des actions de mouvement, qu'il va falloir que tu dépenses des actions, pour faire des schemes et cetera, tu te rends compte en fait qu'il y a une certaine masse de choses. Et c'est pas en faisant de la baston, en fait, que tu vas le faire. Et si tu te dis: «Ouais, mais tour 4-5, je pourrais marquer», tour 4-5, une fille, il lui reste, 2 ou 4 actions, en fait, c'est pas énorme. Ça, plus le fait qu'il y ait une ressource qui est très difficilement, compréhensible au début du jeu, c'est le placement sur la carte. Le fait d'être au milieu de la carte, d'être chez soi ou chez l'autre, ça veut dire qu'on a fait des actions pour être à ces endroits-là, qu'on a pris des risques pour être à ces endroits-là. Donc en fait, la table elle-même, prendre la table, exister sur la table, c'est des ressources et ça demande des actions. Donc même un bon, scheme runner, même une bonne figurine, si elle est chez vous jusqu'au tour 3 à faire des kills ou faire autre chose, le moment où il faut aller marquer, s'il faut aller dans le déploiement adverse et qu'elle peut pas y aller, bah, c'est foutu, quoi. Donc Ouais. il faut prendre ça aussi en compte. Il faut regarder, comment, avance votre crew, comment il prend la table ou quoi. Il y a des crews qui vont être très, très durs à jouer certes seulement, selon, certains, déploiements. Par exemple, moi je me souviens qu'à l'époque du GG2, il y avait un joueur dans le Rhône-Alpes qui était un grand fan de Jacob Lynch. À l'époque, il y avait pas encore les V2, donc c'était forcément la
et en fait, bah, il y avait un des scénarios, il ne pouvait pas le gagner. C'était aller chercher des marqueurs chez l'adversaire et il se trouve que, il sur un déploiement corner ou quoi, bah, il y a toute la carte à traverser et en fait, il a un crew qui était très lent et donc du coup, Mmh. bah, il pouvait pas le faire, tout simplement pas le faire. C'est dans le meilleur des cas, il faisait 1 ou 2 points sur cette stratégie, mais jamais il pouvait faire les 4 points, c'est impossible et donc du coup, il partait avec un handicap, colossal dans cette partie-là. Du coup, il y a aussi cette analyse-là à faire. C'est-à-dire que quand on va faire sa liste, le choix du master déjà est important parce que chaque master a ses points forts et ses points faibles et c'est pas que de la baston, c'est aussi, en prise de terrain, comme on disait jusque-là, sur les encounters, sur les stratégies, sur les schemes et ainsi de suite. Donc quand on crée sa liste, déjà sa liste, elle commence par le master. Donc savoir bien choisir son master, on va le choisir selon 2 grands paramètres comme d'habitude, le match-up en face. Certains masters se font, casser la gueule par, certaines factions, donc on va éviter de les sortir. Mais ça, on l'apprend par la suite. Donc pour un débutant, ce paramètre, il n'existe pas. Vous en fichez. Vous pouvez jouer tout contre tout au début, ça n'a pas d'importance. Ce qui a de l'importance, par contre, c'est sélectionner par rapport à la table elle-même. Si je prends une perdita et qu'il y a des murets hauteur 2 partout, bah, je vais passer une sale partie parce que je vais rien voir, donc je vais pas pouvoir tirer, donc ça sert à rien. Donc voilà, à l'inverse, si je prends une table très vide et que je prends un crew un peu fragile qui avance mollement, je vais me faire canarder toute la partie, ça vaut pas le coup. Donc je vais essayer de choper un master qui répond à la table et bien sûr à la stratégie et au scheme. Et c'est comme ça que je vais commencer à pouvoir me dire: «Allez, je joue à Malifaux, c'est quoi la table, c'est quoi les schemes? D'accord, ça serait plutôt ce master à sortir». À savoir, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais moi quand j'ai un débutant ou un joueur intermédiaire ou même avec Ludo, hein, quand on veut tester certains masters, la première question qu'on se pose entre nous, c'est: «Tu le vois sur quelle strat?» «OK, bah fais une partie avec cette strat là et puis on la joue». Tu vois ce que je veux dire? C'est pour se mettre déjà pour tester un master, on l'imagine sur telle ou telle strate en tant que point positif, et ben, on n'hésite pas à tester la partie sur la strate en question. Pour pas faire une partie nulle, en fait, où le mec, on met une partie au pif faite par l'application et on se retrouve à un moment, en fait, à avoir un setup. Donc un setup, c'est tout ça, c'est dans le counter, la table, le déploiement qui ne correspond pas du tout à un master et que du coup on fasse une partie où le mec en face, bah, il passe à côté de ses tests parce que comme on disait dans la vidéo précédente, bah, il faut une bonne référence, elle peut être complètement nulle si elle est pas dans le bon setup, si elle peut pas s'exprimer dans là où elle est forte, quoi. Donc Oui. c'est assez important déjà donc de bien analyser quel master répond un peu à quelle stratégie dans vos, factions, dans ce que vous jouez, quoi, et de les jouer. Pour les jouer là où ils brillent, en fait, là où ils sont bien. Comme ça vous permet de tester vraiment le jeu, voilà. Est-ce que, En sachant qu'il faut quand même, prendre en compte que des gens au début auront pas forcément plusieurs masters, mais qu'en fait c'est pas si grave parce que, bah, c'est bien aussi de tester, un master dans une situation qui lui est défavorable, parce que comme ça tu te rends compte en fait des limites. Alors forcément, c'est un peu frustrant parce que tu risques de te retrouver avec une partie où tu vas rien pouvoir faire, hem, mais bon, dans le pire des cas, c'est pas très, très grave. Il faut aussi, s'attendre, à avoir des défaites, sans trop savoir pourquoi au début, parce que peut-être que le match-up est très mauvais, peut-être que la liste était pas bonne, peut-être mais il y a tellement de paramètres en fait que c'est difficile. Donc bon, faut pas trop, trop s'inquiéter, de des défaites au début, mais ça, c'est un peu un thème récurrent. oui. Pour continuer, sur le sujet de la table, parce que je trouve que c'est un sujet vachement important, et du le placement sur la table, en fait. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que, bah, ouais, ça fait partie, comme tu disais, des éléments les plus importants et ben, en fait, les décors et le mouvement, en fait, c'est assez primordial. C'est-à-dire que, je reprends Hoffman parce que c'est un bon exemple, il a un mot-clé extrêmement riche. Il a le Peacekeeper qui est, un des meilleurs modèles à baston du jeu, mais qui a un gros socle et qui, est lent. Tout seul, je veux dire. Hoffman peut le pousser, mais, c'est ou le totem, mais ça nécessite d'avoir des lignes de vue, ça nécessite de pas avoir des décors en plein milieu du passage parce que, tu te pousses qu'en ligne droite et cetera. Donc si tu as une table qui est extrêmement encombrée, et ben, le modèle sera moins performant que d'habitude. Alors qu'à côté, il a d'autres modèles, qui ont plus de mouvement, qui ont éventuellement un plus petit socle, qui peuvent se pousser, à la, phase de fin, les hunters, et qui donc eux seront beaucoup plus indépendants, pourront bouger beaucoup mieux et qui, même s'ils sont moins efficaces a priori que, le gros peacekeeper et bah, sur certaines cartes, en fonction de ce dont on a besoin, pourront briller beaucoup plus.
et bah, du coup, c'est ça, c'est important de réfléchir, comment on marque des points et comme tu disais, comment on avance sur la table. Parce que avancer sur la table, c'est très, très important. C'est ça et pour rebondir un peu sur ce que tu dis là, c'est ça. Parfois, on a des rêves qu'on lit, on se dit: «Mais elle est juste moins bien que celle-là». Mais c'est parce que peut-être qu'elle a de la mobilité. Peut-être qu'elle a quelque chose à côté ou peut-être qu'elle a besoin de moins d'être supportée. Tu vois, dans l'exemple que tu donnes là, c'est très vrai. Peacekeeper, il est merveilleux quand il est supporté, quand le master lui donne fast, quand, on va le pousser 6 ou plus sur la table, peut-être lui ramener quelqu'un avec un harpon ou avec quelque chose pour qu'il soit à portée de charge, voir qu'il y a un scheme ennemi pas loin pour qu'il ait encore une attaque en plus. Mais tout ça, ça nécessite des setups, de la mise en place, des ressources dépensées en amont pour que ça fonctionne, pour qu'il brille, bien. Alors que s'il joue très vite dans le tour, on va se rendre compte que, ben, sur un tour 1 par exemple, bah, il va marcher 2 fois de 4 pouces et on va se dire: «Mais c'est un traîne-cul en fait, il sert à rien». Donc c'est vraiment une question de vision, d'optimisation de la référence et ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est difficile pour un débutant au début. Il faut, souvent les débutants vont mal jouer une ref, mais c'est normal, hein, je vous lance pas la pierre, on joue tous mal des refs encore aujourd'hui, hein, ça arrivera toujours. Oh oui. Mais parce qu'on comprend mal le profil ou qu'on n'a pas réussi à le faire briller sous, son meilleur jour, quoi. Et donc c'est toujours compliqué dans la création de liste de bien voir ça aussi. C'est pour ça que je parlais des fameux rôles plus tôt et d'essayer de prendre des rôles qui soient, qui se répondent entre eux, quoi. Et moi je donnerais comme conseil aux débutants d'essayer de prendre un maximum de doublons de rôles. Parce que ça permet de se dire que si j'en foire un, j'en ai un autre pour me répondre, quoi. Et surtout sur les skimrunners, parce que là, en ce moment, on est dans un là, je à l'époque de cette vidéo, on est en GG4 et en GG4, c'est un GG, donc le GG, c'est le gaining ground, c'est la somme, c'est le document tournoi avec qui qui est joué actuellement, où on joue avec donc, les scénarios actuels ou quoi. Et donc c'est le quatrième du nom, cinquième en vrai parce qu'il y a le GG0 mais, il est numéro 4. Et ben, en fait, ce fameux GG, il est très orienté mobilité, prise de table et de beaucoup d'actions dépensées pour le scénario, beaucoup plus qu'en GG3. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Eldrim, ça veut dire que quand tu fais tes calculs pour te dire, combien de fois il faut que j'interagisse pour faire mes 8 points, ben, le GG4, c'est beaucoup. Par rapport au GG3 où c'était beaucoup moins, c'est être du simple au double, hein. Donc, on construit pas les listes, du tout de la même façon. Les masters sont pas du tout les mêmes, en termes d'intérêt de jeu, entre le GG3 et le GG4 par exemple, hein. Donc, cette méta-là, elle change beaucoup de choses. Là, on va se diriger doucement vers un GG5, je pense, parce qu'il existe depuis un petit moment le GG4, même s'il est plutôt bon. Mmh. Mais voilà, donc ça va rebrasser toutes les cartes, ça va reconstruire des listes, c'est-à-dire qu'il y a des types de listes que là on voit, par exemple en GG4, pour en parler très clairement, mais même pour qu'un débutant comprenne, la méta, elle est beaucoup autour des swarms. Un swarm, c'est un peu ce que je disais un peu plus haut, donc un swarm, c'est, le mot anglais pour dire un essaim en gros, hein, donc c'est, énormément de petites figurines pas très fortes, mais qui peuvent faire le scénario de manière très énervée. Et en fait, comme il y en a énormément, bah, en fait on joue sur le fait que oui, on va en perdre, mais l'adversaire aura peut-être pas, assez de ressources, assez de points d'action pour faire son scénario, tuer nos références et nous empêcher de faire du scénario. Voilà. Donc en fait, c'est un peu une surenchère. C'est un jeu de surenchère et en général, un swarm, on sait qu'on a perdu ou qu'on a gagné tour 3, 3 et demi, quoi. Parce que soit on a atteint la masse critique qui fait que le mec, on sait qu'il aura un mauvais tour 5 et donc on va pouvoir gagner, soit, on n'y est pas du tout arrivé et on sait plus quoi faire, quoi. Donc c'est un petit peu une méta, forte actuellement, mais cette méta-là, par exemple en GV1 et en GV3, bah, elle était possible que sur une seule stratégie et en fonction du déploiement, quoi. C'était très rare et elle était complètement nulle sur plein d'autres stratégies. Parce que ça dépend vraiment, comme je disais, de la méta en ce moment, quoi. Oui, en sachant que, pour donner un ordre d'idée aux gens, le, la quantité de figurines moyenne dans une liste, en comptant le master et un seul totem, c'est 8. C'est-à-dire que, enfin, alors si vous faites une liste standard d'un master standard, c'est-à-dire qu'il y a un totem, il faut viser 8 figurines. Hem, donc Swarm, en général, c'est quand on en joue, 8, 9, 10, parfois C'est beaucoup 10-12, plus, c'est 10-12 le soir, 10-12. 10-12? En dessous de 10, on n'est pas vraiment sur un swarm. À 12, on est sur un swarm bien appuyé. Ouais. Mais ça peut aller à plus, hein, mais c'est 10-12, ouais, c'est ça. On Ouais, ça commence à parler de dépend, swarm là-dessus, ouais. il y a certains masters, qui ont énormément de figurines, comme, bah, Nexus, par exemple. Nexus, Heu, Azami, il y a aujourd'hui
Aujourd'hui, il y a beaucoup de compositions qui peuvent se le permettre, hein. Moi, à l'époque, je parlais même de Makeb, Swarm, où je jouais 3 botanistes et 3 j'ai oublié leur nom, mais c'est des références à 5 points qui ont des pistolets là et qui ont, Gang. Et je louais 2 motards par-dessus et tout et donc j'arrivais à monter à 10 figurines en Makeb et c'était extrêmement mobile, bon ça avait ses limites, hein, mais c'était rigolo et voilà quoi, donc tu vois, tu peux le faire un peu partout. Alors parfois ça brille pas du tout, hein. Il y a des mots-clés qui sont pas pensés pour faire ça, en Hoffman, si tu sors les 3 oiseaux à 4 points et les 2 refs à 5 et plein de versatiles ou des choses pas chères à côté, il y a peu de chances que ça brille aussi bien qu'un bon vieux Peacekeeper, Melissa Corps et tout ça, quoi. Mais, Non. hem, Bah, mais alors ouais, justement, ça c'est dépend. intéressant d'expliquer pourquoi. En fait, ça se voit assez facilement pour Hoffman en particulier. Hoffman 1, en fait, donne fast, c'est-à-dire que tu dépenses une action du master pour donner une action à un autre modèle. Sinon, il tape, mais il est extrêmement lent, donc c'est vraiment pas son rôle principal. Donc ça veut dire que si tu prends que des petits modèles, ça veut dire que tu vas échanger une action de ton master pour donner une action supplémentaire à un modèle à 5 points. Ce qui est vraiment pas ouf, hein. On voit que le master, en fait, est fait pour jouer avec, bah, quelques modèles extrêmement forts, pardon, qu'il pourra supporter. Là où, bah, d'autres masters ont pas ce genre de choses. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir, en fait, assez bien quand on lit le mot-clé de quelqu'un. Oui, tout à fait, ouais, tu as raison, ouais. Ouais, ouais. Il y a des mots-clés, voilà, qui s'y prêtent ou qui s'y prêtent pas, certains qui peuvent faire un peu les 2. Bon, après c'est un petit peu ça. Après de manière très, peut-être pragmatique, on peut donner quelques conseils de création de liste, à des débutants, qui fonctionnent toujours. C'est comme tu disais, viser les 8 figurines, ça c'est bien parce que c'est à peu près la moyenne du jeu qui est bien. Garder, de 5 à 7 soulstones au début, c'est toujours pratique, ça permet de découvrir le système de soulstone. Tout ce qui est invocateur ou quoi, les figurines qui vont invoquer de nouvelles, figurines ont très souvent besoin de Soulstone pour aller chercher, des suites, pour aller chercher des enfin de quoi piocher et ainsi de suite. Donc c'est important d'en avoir un peu plus sur les invocateurs et puis après, bah, comme on disait, c'est-à-dire que l'idéal, c'est d'essayer de se dire: «Je vais mettre 20 à 25 points en, corps de crew, c'est-à-dire que des références qui répondent à mon crew, qui synergisent avec mon master, qui synergisent entre elles, qui donnent un sens en fait à pourquoi je joue ce crew-là plutôt qu'un autre et ce master-là plutôt qu'un autre et après le reste, essayer de rentrer, de quoi marquer les fameux 8 points quoi. De se dire, «Bah, ça avec ça, c'est bon, je peux gagner la partie quoi». Moi, ça serait mes conseils très pragmatiques, tu vois? Vraiment, pour donner des grandes lignes, parce que là, on a parlé beaucoup théorie, on a parlé beaucoup, de paramètres, mais peut-être que pour donner, voilà, quelques lignes directrices à quelqu'un qui voudrait tester le jeu ou qui viendrait d'acquérir un crew, ça peut peut-être l'aider à construire les choses, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ça fait partie des conseils de base et bah, comme on disait, quand on a envie d'aller un peu plus loin, de réfléchir, alors c'était quoi tes 5 points? C'était le scénario, la table, la faction adverse. Le déploiement et l'esquive. Ah oui, c'est ça, déploiement esquive. Bon, Ça, c'est vraiment heu, les 5 points les plus importants, sachant qu'au début, la faction adverse, comme je vous disais, on regarde pas, quoi. C'est pas important. Ça vient par la suite. C'est vraiment quand on a les connaissances, même à niveau moyen plus, il y a beaucoup de joueurs qui ont pas forcément les connaissances de certains contres ou des méta où ils utilisent pas trop ce genre de choses. oui, Mais enfin oui. même, moi, et enfin, je il y a des fois où, alors c'est aussi des questions de faction, mais étant donné que j'ai une faction plutôt offensive, agressive, rapide, j'ai pas forcément besoin, toujours savoir, qui est l'adversaire. Alors c'est mieux parce que, justement comme j'ai une faction extrêmement polarisée et quelquefois il y a des contres, extrêmement durs, mais en fait, j'ai joué, très, 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 très longtemps sans m'en soucier du tout. C'est pareil, Guild, Outcast, c'est moins important que d'autres factions comme Explorateur. Ouais, ça va vraiment dépendre aussi des factions parce que comme oui, c'est ça aussi. Comme chaque faction a son âme de fond, ben, forcément, elle va avoir un peu ses facilités et ses fragilités sur ces 5 points qu'on a cités juste avant. Et par exemple, tu vois, on citait la guilde ou quoi, dans un GG comme celui actuellement où il faut dépenser beaucoup d'actions
du scénario, ben, effectivement, la guilde, va galérer plus que d'autres factions, que Explo, par exemple. Explo, il brille, très fort parce que c'est une faction de mobilité, une faction de scénario. Donc forcément, ils sont quand il y a un GG impair, un peu baston, Explo, c'est la faction qui est un peu en qui fait la gueule, quoi et Mmh. quand il faut bouger et tout, bah, ils ils sont bien contents, quoi. C'est un Ouais. peu comme ça. Comme ils sont très polarisés, ça donne quelque chose comme ça, à l'inverse de la guilde, quoi. Oui, mais d'ailleurs, autre petit truc important, c'est que, à Malifaux, c'est toujours plus important de jouer sur ses forces que d'essayer de jouer sur les faiblesses de l'adversaire ou de pallier à ses propres faiblesses. Enfin toujours, on va dire 90 du temps. Au début, je dirais. Au début, quand tu apprends le jeu, c'est bien. Il faut se Ouais, concentrer sur soi plutôt qu'essayer de répondre à l'autre au début et après il ou faut savoir faire la, l'entre-deux qui fait que ça fonctionne. ouais, tout à fait. Mais, on va dire que, si je me dis: «Tiens, je prends un modèle, un gros beater, de mon mot-clé, qui aura des synergies» ou alors: «Tiens, je vais aller chercher un hors mot-clé, en payant un peu plus cher parce qu'il a une règle qui fait qu'il se défendra mieux contre l'adversaire» et bah, très souvent, ça sera quand même plus rentable de prendre, le truc de son mot-clé. Parce que en fait, le, comment dire? Les figurines sont optimisées de telle manière à ce que, à moins que ça apporte un énorme avantage, c'est quand même plus rentable de se concentrer sur nous-mêmes. Donc, même si vous jouez une faction de réponse, et que vous vous dites: «Ah oui, mais l'adversaire il a ça, donc faut que je prenne, ça en hors mot-clé, ça en hors mot-clé, ça en hors mot-clé, ça en hors mot-clé», vous partez pas forcément très bien. Quand vous connaissez bien le jeu, que vous connaissez toute votre faction, que vous avez déjà joué les match-up, vous pouvez, c'est pas un souci et ça se fait. Mais au début, c'est, je pense, Au début, important il de faut se pas. concentrer voilà, c'est ça, Au sur début, ses faut pas. propres Faut rester forces. dans son mot-clé beaucoup, aller chercher les quelques hors mots-clés, mais c'est plus des versatiles au début que des vraiment des hors mots-clés qu'on va chercher, hein, quand on débute le jeu, pour répondre un peu à des problématiques, quelconques. Mais c'est plus par la suite, c'est quand on a beaucoup de bouteilles et qu'on commence à penser global et faction. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup penser global et faction et sur les tournois que j'organise, je propose de jouer, avec des factions entières ou des choses comme ça exprès pour. C'est que je pousse, à réfléchir à cette vision globale que je trouve qui est là où le jeu, moi, je le trouve le plus intéressant. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, quand on débute, il y a déjà un milliard de choses à savoir. On est très loin de pouvoir justement se dire: «Ah ben oui, si je prends machin en mot-clé, il m'aidera à gérer tel truc, puis truc muche là, et puis lui contre lui, donc c'est bon, je pars là-dessus». Ça, c'est impossible au début. Au début, il faut être premier degré, il faut construire sa liste autour de ce qui marche pour vous, ce qui marche pour marquer les points de victoire et puis c'est tout, quoi. Oui, C'est aussi simple que ça. Je pense qu'aller au-delà, on pourrait faire des épisodes sur par la suite, peut-être on verra si on en fait ou pas, mais pour justement construire des listes à un niveau plus élevé, parce que c'est une autre vision du jeu, quoi. C'est vraiment très différent. Et justement à plus haut niveau, construire sa liste de manière très attendue, comme là on vous conseille, il faut pas faire ça, quoi. Mais c'est beaucoup plus à plus haut niveau, quoi. Ça, c'est vraiment quand en face de soi, on a des mecs qui connaissent les match-up, qui savent, comment, mettre le grain de sable, voilà, qui savent jouer fort et donc on est obligé de s'adapter beaucoup, quoi. On est obligé d'être dans oui, un oui. autre discours. Nous, la Ça méta allemande, rejoint, oui, tu pardon, dis, j'allais dire pardon? ça. Ça rejoint un peu tu disais au début sur, écouter les conseils des gens et l'aboutissement de trucs. C'est ça. Il y a quelques fois où, on sait que tel modèle est extrêmement fort dans un mot-clé, donc si on joue contre le mot-clé, on va forcément chercher de quoi le contrer et dans certaines factions, il y a des choses extrêmement fortes pour le contrer. Donc, bah, c'est possible qu'on vous dise: «Ah oui, tel modèle, il est pas très bon». En fait, c'est pas parce qu'il est pas bon, au contraire, il est extrêmement bien, mais parce qu'il est prévisible et donc facilement contrable. Mmh, aussi, ouais. Donc, encore une fois, il faut faire attention aux conseils qu'on écoute et vraiment expérimenter, jouer ce qui marche pour vous et en fait tester les choses, jusqu'à ce que ça coince et qu'on se rende compte qu'on n'arrive plus à en faire quelque chose ou que les adversaires le connaissent trop bien ou qu'on trouve vraiment les limites. C'est ça. Je pense que c'est un très bon conseil ça. C'est-à-dire il faut prendre comme repère, les conseils des gens qui ont de l'expérience, mais il faut pas les copier ou juste les prendre comme vérité telle quelle. C'est-à-dire que c'est des repères, c'est bien. On est d'accord, on n'est pas d'accord et c'est très bien de se faire son avis. Peut-être qu'à la fin, on arrivera à la même conclusion que la personne. Peut-être qu'on aura un avis à 80 comme elle ou peut-être qu'à l'opposé, on sera en mode: «Non mais moi je suis écoute, je suis pas d'accord».
Je suis juste pas d'accord avec Mmh. ton point de vue parce que moi j'ai de l'expérience, c'est mon expérience à moi et elle me dit que ça marche pas et c'est bien, dans tous les cas, c'est bien parce que dans tous les cas, ça va faire des discussions, ça va permettre de poser des questions et de faire revoir et faire évoluer tout le monde. Donc ça, c'est très, très bon d'avoir cette attitude-là. Se dire, «Mais pourquoi tu dis ça? Moi, je suis pas d'accord, mais j'aimerais savoir pourquoi», tu vois? Mmh. Là, récemment, avec Doom, on s'est un peu pris le bec là-dessus, parce qu'on n'était pas du tout d'accord sur un personnage qu'on a tous les 2 beaucoup joué. Donc c'était assez intéressant de se dire: «Pourquoi on n'est pas d'accord? Pourquoi, ça concorde pas, quoi?» Et même si on trouve pas la vraie raison, le fait d'avoir discuté et d'argumenter autour de ça, ça a fait sortir beaucoup de choses sur la faction, beaucoup de choses sur nos expériences de jeu. Donc c'est très positif dans tous les cas. Mais effectivement, la vérité après, c'est la vôtre, c'est celle que vous mettez sur la table. Et puis d'ailleurs, c'est en faisant ça qu'on réussit à créer des choses très belles. Par exemple, Charles, qui a rejoint la communauté il y a quelques années, quand il est arrivé, sur, Resu, il en avait rien à faire en fait. Lui, c'est un joueur War Machine, il a regardé ses références, il a regardé ses trucs, il a pris un master que tout le monde considérait comme faible et un petit peu dissonant, c'est-à-dire qu'il marchait pas bien avec son mot-clé et tout, qui est Molly. Et il a juste inventé une nouvelle Molly. Il a fait: «Ouais, mais en fait, Molly, elle est forte avec plein de figurines nulles». Mais tout le monde lui dit: «Mais les figurines nulles, elles sont nulles». Et lui, il disait: «Oui, mais j'en ai 12 et grâce au master, je peux en rejouer une ou 2 par tour. Du coup, j'en ai 12, mais j'en ai peut-être 14». Et puis il s'est mis à gagner énormément avec ça correspondait bien à la méta du moment et en fait, ah bah oui, bah alors il a inventé un nouveau truc. S'il avait écouté tout le monde, jamais il aurait fait sa liste, jamais il aurait joué ça. Donc Mmh c'est mh. pour dire que c'est très important de faire son chemin. Moi, que demain quelqu'un arrive et me dise: «Robin, tu es con, Jeddah, ça se joue comme ça» et qu'il me montre par A plus B comment il la joue et que ça marche, mais je suis très heureux, je suis preneur. Donc en fait, il faut toujours un peu remettre en cause et faire son chemin, bien sûr. Prendre comme repère, mais se rappeler que, voilà, Malifaux est un jeu et ça, c'est magique à Malifaux, hein. On est très loin de jeux de figurines où finalement l'optimisation, c'est de jouer un peu tout le temps la même chose. On le voit un peu, dans le jeu de cartes parfois, à Magic ou quoi, je vais peut-être me faire des ennemis, hein. Mais on le voit dans, par exemple, les méta Magic où, bah, il y a le deck méta, bah, il faut le jouer comme ça, il faut connaître tes match-up, puis après finalement c'est un bot le mec, quoi. Il récite et il espère tirer la bonne main de départ. Alors qu'à Malifaux, en fait, c'est un jeu où l'intelligence à Ouais. l'instant T, Mmh. elle est tellement puissante et la personnalité dans le jeu est tellement forte, la plus-value joueur, elle est sans fin, qu'en fait, n'importe quel joueur peut réussir à trouver son truc, quoi et à faire date et à dire, «Bah, voilà, j'ai réussi à inventer un truc qui fonctionne, qui va gêner, qui va exister», quoi. Alors que c'était pas forcément, voilà. Le jeu est Oui. loin d'être défriché, en fait, hein. Il est très loin d'être défriché. Oui, alors ça, c'est important. Il y a aujourd'hui, en fait, ça n'existe pas, bah, ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire une théorie de, la création de listes, de choses comme ça. Parce que le jeu est pas, complètement mature. Un jeu comme Magic, en fait, il existe depuis, plusieurs dizaines d'années. Il a été poncé, 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 poncé avec des dizaines de milliers de joueurs. Il y a eu des tas d'extensions. En fait, les gens ont théorisé, des archétypes, des manières de faire du jeu. Ils ont fait des stats, sur énormément de choses et donc en fait, bah, on sait comment, faire un deck de façon presque scientifique, on va dire. On sait exactement, quel pourcentage de terrain il faut dans ton deck, si tu veux avoir tel pourcentage de chance de tirer, X terrain dans ta main de départ. Bah, l'IFO, ça existe pas. Parce qu'il y a trop de paramètres et parce que, il y a pas une communauté de dizaines de milliers de joueurs, qui jouent tous les jours. Et donc ça fait que, bah, alors je dirais pas que tout le monde peut inventer des trucs, mais, il y a pas de science exacte. Donc, bah, faites les choses qui fonctionnent pour vous. Si vous voyez quelque chose qui fonctionne, vous avez aucune raison d'écouter quelqu'un qui dit: «Ah bah non, c'est nul» ou alors, «Ah oui, mais non, mais tu devrais faire autrement». Alors ça n'empêche pas d'essayer d'autres choses parce que c'est important d'essayer. Je pense que c'est important de se forcer à tester, bah, déjà toutes les figurines de son mot-clé, tous les versatiles de sa faction après, tous les choses comme ça. Mais, c'est important en fait de, bah, faire un peu selon ce que vous aimez faire et ce qui marche pour vous. Tout à fait. Bah, je pense que je sais pas si on n'a pas fait un peu le tour pour les débutants, je Si, pense que je c'est déjà pense pas mal, hein. aussi. Ouais, je pense aussi ce que j'allais dire. Bah, écoutez, voilà. Bonne chance, bonne loose, bonne loose, bon apprentissage. Ouais. Bah, alors bon courage à tous et puis, et bah, à une prochaine. Salut. Ciao.